Bonjour, vidéo T007G, toujours dans les télémétriques, sur les autres. Voilà. Alors, c'est une vidéo où je ne vais pas avoir grand chose à vous montrer, parce qu'il se trouve que j'en ai pas 50. Par contre, je peux vous en parler parce que c'est un domaine que j'ai beaucoup étudié avant de passer à l'acte. Alors, mon premier appareil télémétrique, d'ailleurs, n'a pas été ni un Zorky, c'était pas un 2436. Mon premier appareil télémétrique, c'était un Mamiya Super 23, que je n'ai plus, parce que j'ai eu un moment besoin de sous, donc je l'ai revendu. Et c'est ça qui m'a fait découvrir, deux choses. Donc c'est un boîtier que j'ai acheté après mes déboires avec le Hasselblad 2000 FC. Et ça m'a fait découvrir le télémètre. Et ça m'a fait découvrir qu'on pouvait effectivement faire avec du film 120 des photos vraiment très précises et avec une très bonne qualité. À tel point, c'est que plusieurs années après, j'en ai racheté un autre. Alors, voici le bébé. Voilà. Hop. Donc, c'est un appareil photo télémétrique. On a le viseur qui est là, on a la fenêtre du télémètre qui est là. Là, on a une petite fenêtre opalescente qui permet d'éclairer les cadres à l'intérieur. On a un objectif interchangeable. On a un levier d'armement qui est là. Et de l'autre côté, on a une poignée avec un déclencheur souple. Donc on arme l'obturateur qui est là, voilà, sans bouger les doigts, et puis on déclenche comme ça, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un boîtier, qui est plutôt fait pour viser de l'œil gauche, et c'est un boîtier pour gaucher, grosso modo, voilà. C'est-à-dire qu'on le tient de la main gauche, donc la main forte, quand on est gaucher, la main forte quand on est gaucher, on déclenche avec la main gauche, donc la main la plus sensible, celle qui a le plus de dextérité. Quand on est gaucher, c'est la main gauche. Et on fait la mise au point avec la main droite et on avance le film avec la main droite. Donc, voilà, donc ça se tient comme ça, voilà, tac. On fait la mise au point au télémètre, pouf, voilà. Donc on a un télémètre à l'intérieur. On choisit sa vitesse en tournant. Alors c'est un objectif à obturateur central, hein, type objectif de chambre. Donc on choisit sa vitesse en tournant une bague, hein, ça c'est un épiphénomène. Il y aura une vidéo où je le représenterai une deuxième fois pour présenter tous les autres moyens formats. Voilà. Et puis vous avancez votre film. Alors là il n'y a pas de film dedans, mais il y a une avance automatique, donc ça avance automatiquement le film de la quantité qu'il faut, et puis vous déclenchez, pouf, voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier d'enlever le bouchon, hein. Donc c'est un système qui est intéressant. Alors ça c'est un Super 23. Alors le Super 23, ça veut dire quoi au juste par rapport au Mamiya Press, qui sont deux modèles quasiment identiques sur les photos, à une grosse différence près. Alors tous les deux ont des dos interchangeables, et choses comme ça, mais sur le Mamiya Press, on peut changer l'interface arrière pour pouvoir mettre un dos Polaroid plein format, ce qui est très rare en moyen format, puisque les dos Polaroid que l'on peut mettre sur les moyens formats vous font une image que de la taille du format pour lequel est fait l'appareil photo. Ça c'est un appareil photo qui nativement est en 6.9, qui a les index de cadrage pour du 6.7, parce qu'on peut mettre des dos à film qui vont faire ou du 6.9 ou du 6.7. Et que je ne dise pas de bêtises, les dos sont biformats, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire le film 120 ou le film 220. Bon, c'est un épiphénomène, maintenant du film 220 on n'en trouve quasiment plus et c'est d'un intérêt très limité.
Le Mamiya Press donc a deux loquets sur le côté pour pouvoir changer toute l'interface. Le Super 23 a 4 petits boutons sur le côté. Alors moi je l'ai en chromé, mais il est beaucoup plus courant en noir. Donc là on a des boutons sur ce côté-là, et puis on a 2 boutons là-dessus. Et quand vous desserrez les boutons, les boutons, alors il y a des flèches pour dire dans quel sens tourner, voilà, tac, tac, oui. Vous pouvez découpler la partie arrière qui reste attachée de toute façon, et il y a des tirettes qui vous permettent d'orienter votre dos porte-film comme vous voulez. Alors, au départ, ça part d'un bon sentiment, parce que ça va permettre de faire, avec un certain objectif, des mouvements de bascule, mais c'est une boule de pu à régler, et c'est inutilisable, quoi, grosso modo, c'est inutilisable. Bon, donc, le Super 23 est un peu moins cher que le Mamiya Press, et puis bon, c'est les hasards des brocantes. Voilà, je suis tombé sur un Super 23, je me suis dit tiens il est pas cher, j'en ai racheté un deuxième, et puis voilà. Alors, on a derrière une petite tirette qui permet de faire apparaître les cadres de la focale qu'on utilise. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix, il y a 100, 150 et 250. Voilà. Et les focales, les gammes des focales vont de 50 mm, 65 mm, 100, 150, 250. Et je pense que je n'en ai pas oublié. Il n'y a pas de 90. De mémoire, il n'y a pas de 90, il y a un 100 mm. Et l'intérêt de cet appareil-là, qui a ses aficionados, il y a des gens qui adorent cet appareil-là, et ainsi de suite. L'intérêt de cet appareil-là, c'est que c'est un appareil qui a été produit pendant très longtemps. Puis grosso modo, ça s'est arrêté dans les années 80, comme ça, mais le premier modèle, il y a eu un modèle antérieur qui date des années peut-être 50, peut-être même avant. Et ça, c'était un appareil photo qui était fait pour les journalistes, pour les photographes de journalistes. Bon, j'ai pas de balance là pour le peser facilement, mais ça pèse son poids, quoi, quand même, ça pèse son poids. La poignée n'est absolument pas un accessoire inutile. L'intérêt de cet appareil photo-là, c'est que il y a eu beaucoup de... D'abord, ça s'est très bien vendu. Ça s'est très bien vendu. On en trouve très facilement d'occasion, et ça s'est très bien vendu. Si ça s'est bien vendu, ça s'est vendu longtemps. Et donc, du coup, on a 2 générations d'optiques. Il y a les optiques anciennes, dites chromées, et il y a les optiques modernes, dites noires. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une optique chromée d'une optique noire? Ça va être au niveau de l'obturateur central, donc de cet obturateur qui est là. Voilà, est-ce que la bague est chromée ou est-ce que la bague est noire? Et quand ils ont changé ça, ils ont refait... Alors je ne sais pas s'ils ont refait des calculs optiques, mais en tout cas ils ont refait des traitements, des choses comme ça. Et les objectifs noirs sont très piqués et d'une qualité totale, alors que les objectifs chromés, eux, vont avoir des rendus éventuellement anciens. Voilà. Dans les objectifs pour Mamiya Press, pour Mamiya comme ça, Mamiya Press, Mamiya Super 23, les objectifs intéressants vont être le 50, le 103.5, le 250, qui eux sont très piqués, le 250 ouvert à 5, qui sont très piqués. Alors que le 65 mm a beaucoup moins bonne réputation, et cette optique qui est là, qui est le 100 ouvert à 2.8, est une sorte de Noctilux, et je mets bien des guillemets pour éviter de me faire enguirlander à Courbevoie. C'est une sorte de Noctilux du système. C'est-à-dire que à 1.6.9, quand vous ouvrez à 2.8, ça commence à faire une profondeur de champ très courte, et il n'est pas d'un contraste fou en version chromée. Il a aussi existé en version noire, et là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais pousser cette focale-là jusqu'à f2.8 pour
le 6.9, on n'a pas quand même un objectif au rasoir à la pleine ouverture, même pour la version noire. Voilà. Donc, alors, c'est un système que j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté ça dans les années 95 à peu près. C'est un système que j'ai beaucoup aimé, mais je n'avais pas les moyens à l'époque d'acheter les objectifs. Et donc à l'époque j'avais le 103.5 et je faisais vraiment des diapos très très fines, très résolues. C'était vraiment un bond en avant par rapport à mon Planar première version de mon Hasselblad. Mais c'est un 6.9, donc ça cadre dans les proportions du 24-36 et du format APS-C et du format FX, c'est la même chose que le 24-36, et donc ça cadre pareil. Donc c'est un appareil qui ne vous donnera pas en plus une proportion de cadrage différente, comme le 6.6 que j'ai évoqué dans les premières vidéos de la série T, T04, T05, T06. Donc du coup, quand vous venez du numérique et que vous dites tiens, j'aimerais à la fois essayer l'argentique et essayer autre chose, le autre chose, ça peut être aussi avoir des proportions de cadrage différentes, de façon à respirer différemment et aborder, cadrer vos sujets différemment. Voilà. Mamiya n'a pas fait que ce boîtier-là en télémétrique. C'est simplement une version qui s'est arrêtée. Donc, ils ont arrêté d'en vendre dans les années 85, 86, quelque chose comme ça. Voilà. C'est marrant parce que j'avais eu au bout du fil le représentant français, il dit, alors je lui dis, est-ce que vous avez encore du Mamiya Press? Et c'est marrant, c'est depuis qu'on a arrêté que tout le monde nous en demande. Avant, personne n'en voulait. Bon, on continue. Mamiya fait d'autres modèles, beaucoup plus modernes. Ils ont commencé par un 6.6 télémétrique, qui est le Mamiya 6 et 6M, qui permet de faire du... Alors le 6M, je crois qu'il est biformat, je crois qu'il permet de faire du 4,5-6, je ne suis pas sûr. Mais donc aussi un télémétrique à objectif interchangeable. Alors là, des objectifs, il y en a un peu moins. C'est très bonne qualité, point de vue optique. Voilà. Bon, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut se ruer. Faut aller voir dans les forums et tout ça, parce que je crois qu'il commence à y avoir des soucis de service après-vente. Et il y a eu après le Mamiya 7 et le Mamiya 7.2, qui eux sont des 6.7. Qui sont aussi télémétriques, avec des objectifs interchangeables, c'est pareil, avec une précision au rasoir. Bon, j'ai tiré le rideau, comme ça je vois mieux mon écran. Une autre marque qui a fait du télémétrique en moyen format, c'est le Bronica 645. Alors, Bronica c'est la marque, 645 c'est le modèle. Alors c'est un boîtier intéressant, je n'en ai pas. Ceux qui en ont en sont très contents. Il doit y avoir 3 objectifs interchangeables, ou 3 ou 4, voilà, pour les focales courantes. Et alors comme c'est un 645, donc c'est un format rectangulaire, mais le film défile horizontalement. Et donc du coup, votre boîtier est naturellement en cadrage vertical. Donc si vous aimez faire des portraits dans la rue, et un cadrage portrait, c'est typiquement un boîtier intéressant pour ça, parce que la tenue normale de l'appareil fait que vous êtes en cadrage vertical. Voilà. On va retrouver cette caractéristique dans les Kiev 90 et les Arax 645. À base de Pentacon, enfin qui sont des évolutions du Pentacon, qui sont en 645 vertical, parce que voilà, quand vous tenez naturellement le boîtier, vous êtes en cadrage vertical, vous n'êtes pas obligé de tourner tout le temps votre boîtier. Un autre appareil télémétrique intéressant, ça va être le Plobel. Alors Plobel est une marque allemande et ils ont fait fabriquer au Japon. Alors ils ont fait des
des objectifs, ils ont fait des appareils photo télémétriques, Makina, c'est le modèle, Makina, M-A-K-I-N-A, et donc ils ont commencé en Allemagne dans les années 30 à faire des Makina, Makina 2, Makina 3, et ainsi de suite. Et ça, c'était des 6.9 un peu comme le Mamiya Press, c'est-à-dire qu'on pouvait changer le dos, on pouvait changer les objectifs, c'était un appareil à soufflet avec un tout petit viseur au-dessus, donc le viseur, la partie viseur est beaucoup plus compacte, le dos est complètement différent, bien sûr, et c'était un dos à roll film. Et les dernières versions ont été, je crois qu'ils ont tout fabriqué au Japon, mais je ne suis pas sûr, et avec des objectifs Nikon. Donc il y a deux modèles qui existent. Il y a un modèle avec un 80 mm et il y a un modèle avec un 55 mm, donc un petit grand angle. L'objectif n'est pas interchangeable. La mise au point se fait par un bouton qui est autour du levier d'armement. Donc on a le bouton de mise au point qui est là et puis ça déplace le soufflet. Alors, c'est une particularité de l'objectif du boîtier. Il faut faire attention à bien remettre sur l'infini avant de replier le boîtier, parce que c'est un boîtier qui se replie du fait du soufflet. Donc, il y a 2-3 petites particularités de manipulation, mais je connais quelqu'un à Courbevoie qui en a un et il en est très 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 content. Voilà. Et il a le 80 mm et donc ça fait en 6.7 80 mm, ça fait un très léger grand angle, hein, l'équivalent d'un 40 mm à peu près, quelque chose comme ça. Et il est très content de ses diapos qu'il obtient avec. Et donc il y a le 6X7, il y a le 67 et il y a le W67. Voilà. Le 6X7 qui a une fenêtre de télémètre, alors je vais peut-être dire une bêtise parce que je ne les ai pas bien en mémoire, qui a une fenêtre de télémètre ronde, qui est le premier modèle et qui est tout lisse. Et puis après, il y a les versions à corps striés qui sont un peu moins savonnettes à manipuler et qui sont les 6.7 et W6.7. Une autre possibilité, en télémétrique toujours moyen format, c'est Koni Omega. Alors le Koni Omega est un appareil du même genre que le Graflex, et que le Mamiya Press, c'est-à-dire que c'est un gros boîtier avec un viseur attaché, et puis on met des dos derrière, on met des objectifs devant, il y a une poignée sur le côté. Et c'est pareil, c'était des appareils photo destinés aux journalistes. Hein. Voilà, donc quand on envoyait tiens Coco, tu veux aller me faire le discours du maire, et le mec il emmenait ça. Voilà. Il y avait des gens qui faisaient des mariages avec, des choses comme ça. Ça marchait très bien. Le Koni Omega a un système d'avance rapide avec une tirette sur le côté, en bas du dos. Donc il y a une crémaillère et on repousse et ça fait tourner le film. Voilà. Ça, faut faire attention que ce système-là fonctionne bien parce que ça doit être sujet à jam en anglais, c'est-à-dire à partir en marmelade, quoi. C'est à partir en sucette. C'est pas terrible. Alors, Graflex a fait le modèle XL, qui est aussi quelque chose qui ressemble au Mamiya Press et qui a la particularité, toujours pour ce problème de couplage de télémètre, de cam et de choses comme ça, d'avoir les objectifs qui ne sont pas réellement à baïonnette, mais qui sont c'est un tube qui rentre dedans. Voilà. Et donc du coup, les objectifs sont relativement encombrants parce que vous avez des tubes très très longs, des choses comme ça, parce que ça fait en partie la cam avec. Par contre, l'avantage, c'est que ils existent avec des objectifs Zeiss. Voilà. Alors je crois qu'on a le choix entre des objectifs Zeiss et puis des objectifs américains, Wollensak ou comme ça. Donc il faut regarder ce qu'on achète, bien sûr, mais il doit y avoir
un planar, je sais qu'il y a un sonar 180 mm, et des choses comme ça. Donc il y a des objectifs Zeiss, donc ça peut être intéressant. Je n'en ai pas, je n'en ai jamais acheté, j'en ai jamais vu que sur eBay, et puis voilà, quoi. Les systèmes de tubes télémétriques, là, ne m'a pas plu. Donc ça, c'était le Graflex XL. Pendant que j'y pense, je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer, j'ai oublié une précision sur la Mamiya Super 23 et Mamiya Press. Mamiya a fabriqué sous licence des appareils pour Polaroid, qui s'appelle le Polaroid 600, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Mamiya Universel, Mamiya Press Universel, qui est, alors Mamiya Press Universel, c'est marqué Universal ici, voilà, alors je le tourne, donc c'est marqué Universal ici, là c'est marqué Super 23 parce que c'est un Super 23. Mamiya Press c'est la gamme, et on a deux modèles, le Super 23 et le Universal. Et donc il y a aussi le Polaroid 600. Le Polaroid 600 est un boîtier donc, que Mamiya a fabriqué pour Polaroid, sur lequel il y a un dos natif Polaroid, qui est bien sûr interchangeable, avec les mêmes... qui est interchangeable, et il existe, et c'est là où c'est Sioux, et je ne crois pas que ce soit exactement les mêmes. Il existe des adaptateurs pour mettre les dos film 120 sur le Polaroid, donc les dos films du Mamiya Press et du Super 23 sur le Polaroid 600. Il y a deux types de dos qu'on peut utiliser. On peut utiliser ces dos-là, qui sont des dos en forme de S, qui sont vraiment très très bien. Ils sont un peu encombrants, mais point de vue planéité de film et tout ça, on n'a jamais fait mieux, quoi. Toutes marques confondues. Et j'essaye de dégonder mon dos, mais comme je ne vois pas ce que je fais, hop là, tac, tac. Donc on a ces dos-là qui sont en forme de S, voilà. Donc ça, ce sont des dos qui ont vraiment une très très bonne planéité. Alors normalement, avant de le démonter, on met le volet pour éviter de voiler, hein, donc on peut changer de dos sans film. Et puis il y a un autre adaptateur que l'on peut mettre sur le Universal, mais qu'on ne peut pas mettre sur le Super 23, qui est un adaptateur qui permet d'utiliser les dos en standard Graflock, Baby Graflock, et c'est un standard qu'on va retrouver sur les chambres Graflex et sur les Mamiya RB, par exemple. Et sur tout un tas de sortes de petites chambres 6-9. Voilà. Donc, sur le Mamiya Universal, il y a un adaptateur pour mettre les dos Graflock, il y a un adaptateur pour mettre les dos Press. Et puis sur le Pentax, sur le comment ça s'appelle, sur le Polaroid 600, il y a un adaptateur qui permet de mettre les dos Baby Graflock et un adaptateur qui permet de mettre les dos Press. Et je ne suis pas persuadé que ce soit les mêmes, parce que la tâche sur le boîtier n'est peut-être pas la même. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi la baïonnette qui n'est pas la même. Voilà, et la baïonnette n'est pas la même. C'est-à-dire que là, on a une baïonnette type Camlock, donc on tourne la bague et on sort l'objectif droit. Et celui-là a une baïonnette, alors on ne va pas voir parce que c'est chromé sur chromé, mais a une baïonnette à 3 branches, alors que le Polaroid 600 a une baïonnette à 4 branches. Donc ce sont les mêmes objectifs, c'est-à-dire que les objectifs du Polaroid 600 ont aussi existé pour le Mamiya Press. Alors tous les objectifs du Mamiya Press ne couvrent pas le format du Polaroid, du format du Polaroid, du dos Polaroid, qu'il soit Mamiya Press ou qu'il soit Polaroid 600. Et par exemple, je crois que la focale la plus courte qui couvre réellement le format Polaroid, ça doit être le 75 mm. Par contre, donc en Polaroid, il doit y avoir 75 ou le 127, et puis il doit y avoir des focales plus grandes. Voilà.
Et donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on achète. Si vous achetez un Polaroid 600 parce que vous voulez faire du Polaroid, ce que je vous déconseille, c'est très cher et... Enfin, bref, le Polaroid 600, bah, vous achetez des objectifs pour Polaroid 600. Mais vous ne dites pas, ah bah tiens, j'ai trouvé le truc, et puis bah, il pour ma Mia, mais c'est le même boîtier, ça va se monter dessus. Non, ça n'est pas la même baïonnette. Voilà. Et si vous voulez faire du... Alors, bien sûr, il y a le problème des cadres, parce que le Polaroid 600 a les cadres pour les focales des objectifs qui couvrent le Polaroid, et basta, et au format Polaroid. Et celui-là, il a les cadres pour les objectifs en format 6.9. Voilà. Et donc, on ne peut pas changer les cadres, on ne peut pas... ainsi de suite. Et là, du coup, si vous dites, bah, c'est pas grave, je vais acheter les deux, bah, vous allez avoir deux systèmes qui se ressemblent beaucoup, mais totalement incompatibles l'un avec l'autre. Hein. Faut pas rêver. Alors c'est un peu dommage parce que c'est... On se dit que, tiens, j'ai du mal à serrer ma vis, on se dit que bah, ils auraient pu faire un effort, enfin ils auraient pu se dire, bon bah voilà, on fait le Polaroid 600 avec les cadres du Polaroid, et puis on garde tout ce qui est tout identique, les baïonnettes, les choses comme ça, parce que le Mamiya Universal avait aussi un dos Polaroid. Enfin bref, ce sont les joies du marketing ou de je sais pas quoi, enfin je sais pas comment ils ont merdé ça, mais enfin toujours est-il que c'est pas compatible. On continue. Alors, une autre marque qui a fait du télémétrique, toujours moyen format, c'est Fuji. Alors Fuji, toujours des appareils destinés aux journalistes. Hein. Donc ils ont commencé par le 690 QL, alors QL c'est pour Quick Load, qui a été décliné donc en 6.9 et qui a été décliné en 670. Alors 670, je ne suis pas sûr qu'il soit QL, mais voilà, donc c'est une espèce de gros Leica, hein, on l'appelle le Texas Leica d'ailleurs, parce que c'est exactement la même forme qu'un Leica, et voilà, sauf que bah, c'est 2 fois plus grand dans toutes les directions. Voilà, toujours objectif interchangeable, et là il y a une gamme d'objectifs. Alors j'ai vu, la focale standard est un 100 mm ouvert à 3,5, et j'ai vu un 65, et puis il me semble une fois avoir vu un 180 mm. Voilà. Donc la gamme de focales n'est pas très courante sur eBay, voilà. Et ça mériterait peut-être d'approfondir plus avant de plonger là-dedans. Dans les années 80, ils ont fait une ressucée de ces appareils-là, avec cette fois-ci avec des objectifs fixes. Et donc, on va trouver ça donc ce sont les Fuji 6.9, qui ont eu quand même 3 générations. Alors les 3 générations sont identiques, il n'y a pas de variation dans les optiques et tout ça. C'est tous ces objectifs-là chez Fuji sont toujours très très bons. Donc si vous voulez des rendus un peu anciens ou des choses comme ça, bah, c'est pas ça qu'il faut. Et donc il y a eu 3 générations qui évoluent essentiellement par une simplification du design et de la fabrication, parce qu'au début on est dans une fabrication type années 50-60 avec des capots métalliques et des capots métalliques emboutis et une forme très carrée, bien nazie, comme diraient certains, et voilà. Et après, la version 3, c'est des capots en plastique avec des formes plus arrondies, plus modernes, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de différence optique entre la première version et la troisième version, et la troisième version est quand même un peu plus cotée et un peu plus chère. Ces boîtiers-là ont un compteur sous la semelle, et qui indique le nombre de dizaines de pellicules qu'il a fait. Voilà, donc quand vous avez un compteur à 123, eh ben, il a fait 1230 films. Voilà. Donc ça va permettre de voir s'il a beaucoup tourné, pas beaucoup tourné, ainsi de suite. Il existe en 2 versions, une version avec un 90 mm et une version grand angle avec un 60 ou 65 mm. Voilà. Et c'est du 6.9.
ils ont aussi fait des versions 6.8 et 6.7. Voilà. Donc, il y a de quoi s'amuser. Ils ont aussi fait un Fuji 645 qui est un petit folding, alors qui a existé avec deux focales différentes. Donc il y en a un qui est un petit folding, on ouvre une porte, l'objectif sort et donc lui il doit avoir une focale de 75 mm ou quelque chose comme ça. Et ils ont fait une version grand angle qui elle est reconnaissable parce qu'il y a un bumper, il y a un pare-choc devant pour protéger l'objectif. Donc c'est vraiment des appareils d'action, des choses comme ça. Qui a une focale plus courte qui équivaut à un 35 mm ou quelque chose comme ça, qui est un grand angle. Je ne me souviens plus de la focale. Pendant que j'y pense, et pendant que ça m'a traversé l'esprit, ces appareils-là, qu'on appelle c'est le cas du Fuji, qu'on peut classer dans les combats caméra, c'est-à-dire des appareils photo qui sont quand même destinés à faire des photos dans des conditions difficiles, mécaniquement difficiles. Il y avait Graflex qui avait fait pour l'armée américaine alors comment il s'appelle? Il a un code bizarre. Et c'est un gros contact. Ça ressemble à un contact télémétrique. C'est un gros contact télémétrique qui est en format 6.9 et qui utilise du film 70 mm. Alors le film 70 mm, je vous l'ai présenté dans la vidéo sur les dos pour Hasselblad. Et là, donc c'est les mêmes cartouches qui vont dans le dos Hasselblad, puis ce sont des cartouches Kodak. Et vous mettez donc 70 vues là-dedans, et clac, clac, clac. Et c'est un combat caméra, donc c'était fait pour aller faire des photos sur le terrain, des photos de guerre sur le terrain. Et là, il y a des objectifs Kodak. Alors, il doit y avoir un 3 pouces et un 8 pouces. Donc, ça fait 8 pouces, ça fait 200 mm et choses comme ça. Donc, on trouve ça sur eBay assez facilement. Mais c'est très cher parce que, bon, c'est devenu des appareils de collection et qu'il y a toujours un petit frisson à avoir un appareil photo qui a appartenu à l'armée ou chose comme ça. Voilà. Donc, un autre que je n'ai pas marqué, qui lui est, à mon avis, qui doit toujours être en vente, donc qui est un boîtier fabriqué par Cosina au Japon, qui existe sous la marque Fuji et sous la marque Voigtlander. Et donc, c'est le Voigtlander, c'est le Fuji 670, c'est le Voigtlander Bessa 3. Voilà, c'est le même boîtier, ça sort de la même usine, et je pense que les optiques sont les mêmes. Donc c'est un folding, donc il y a une porte qui s'ouvre, et puis l'objectif se déplie, et donc il fait format 6.7 et 6.6, donc il y a un petit volet à l'intérieur pour réduire, et puis avancer comme il faut. Il y a un télémètre, il y a un posemètre intégré. Le posemètre n'est pas TTL, le posemètre, comme dans le Plobel, il y a un posemètre intégré, mais il n'est pas TTL. Mamiya 7, Mamiya 6, il y a posemètre intégré, et c'est tout. Et donc, ce Voigtlander ou ce Fuji 670, ceux qui en sont vraiment très très contents du point de vue de la qualité optique, la qualité d'image. Donc c'est un appareil photo moderne. Voilà. Puis quand vous verrez le prix, vous apercevrez que c'est résolument moderne. Parce que là, le boîtier en boutique, il doit être aux alentours de 2000 € en neuf, en version neuve. Voilà. Il y a une autre version qui existe avec un 55 mm, qui est qui doit être le BSAW, je crois, ou qui doit être le Fuji 670W, W670, qui a un objectif fixe, les objectifs sont fixes, ne sont pas interchangeables, de 55 mm de focale, et qui n'est pas rentrant cette fois-ci, c'est un boîtier dit rigide. Voilà. Et je pense que cette fois-ci, je n'en ai pas oublié en moyen format
moyen format moderne intéressant aussi, parce que quand je dis ça, alors j'ai bien sûr oublié tous les petits Mamiya 6 et choses comme ça, donc où mais ça je vous les ai déjà présentés, enfin le Mamiya 6 je ne vous l'ai pas présenté parce que je n'en ai pas, mais qui sont comparables aux Iconta. Voilà, donc ça c'était dans une vidéo sur les autres possibilités de moyen format. Forcément, des fois, il y a des choses qui se croisent. Alors, un autre appareil télémétrique que je vais vous présenter, c'est les Graflex. Alors, c'est toujours la marque Graflex. Graflex, c'est la marque, mais cette fois-ci, qui reposent sur des chambres folding. Voilà. Alors, voilà le bébé. Voilà le bébé. Hop. Donc, voici une Graflex. Voici donc une Graflex Speed Graphique d'une jolie couleur verte. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais elle est verte, voilà. Parce que c'est une Graflex qui a été faite pour l'armée américaine. Il se trouve que c'est ma première Graflex que j'ai achetée, et donc elle n'était pas chère, elle était verte, ce qui était relativement rare, et je me suis dit, bah, quitte à n'en avoir qu'une, tu as une version militaire, pourquoi pas. Et la Graflex a donc un télémètre ici, voilà. Donc là, on voit les deux fenêtres du télémètre. Et si je la tourne sur le côté, on va avoir ici l'oculaire par lequel on va regarder pour faire la télémétrie. Et l'avantage de cette chambre-là, alors je ferai une vidéo spécialement sur les Graflex, sur comment acheter une Graflex, comment choisir une Graflex, ainsi de suite. Mais elle n'est pas tournée. Donc, et voilà. Et donc, quand on fait la mise au point en tournant le bouton ici, le télémètre est couplé. Et non seulement le télémètre est couplé au déplacement du banc, mais surtout, on a la possibilité, parce que c'est un télémètre de la marque CalArt, donc CalArt c'est K-A-L-A-R-T, comme c'est un télémètre CalArt, on peut le régler soi-même pour une gamme de focales qui vont sur la chambre. Donc il faut choisir une focale, qui va être la focale de base de la chambre, et puis on va pouvoir régler son télémètre. Donc alors là, j'ai monté dessus un 182.8. C'est même pas un 188, c'est un 178 mm ouvert à f2.5. Donc c'est le fameux aéro-hectare. Faites une recherche sur Flickr, vous tapez aéro-hectare, vous allez voir des photos faites avec l'aéro-hectare et vous allez vous dire, ah, il m'en faut un. Voilà. Donc ça c'est l'aéro-hectare, 178 f2.5. C'est la focale, donc on réussit à le coupler au CalArt, ça il n'y a pas de souci. Mais par exemple j'ai essayé de coupler un 8 pouces, donc c'est 203 mm. Et là, non, on n'y va pas. Donc 178, ça va, 203 mm, ça va pas. Donc je pense, et comme les réglages, donc il y a des petites tirettes à l'intérieur, il y a des petites vis à déplacer, des choses comme ça. Et on est vraiment en extrémité, en bout de course, il n'y a pas de gras. Donc je pense qu'on doit pouvoir régler jusqu'à 180 mm de focale, grand maximum. Mais donc, voilà, donc ça permet d'avoir un télémètre qui est réglé. Alors, c'est une chambre 4,5 pouces. Donc, on a un dépoli. Et alors, je vais voir si je peux l'enlever facilement. Voilà. Donc, on a un hood qui peut s'enlever, et puis on a des polis. Alors là, je ne sais pas si on va voir la main qui passe, mais l'intérêt de la Graflex, c'est que alors il y a deux modèles chez Graflex, il y a la Krone et il y a la Speed. Donc il y a la Krone graphique et la Speed graphique. La Krone graphique n'a pas d'obturateur intégré, alors que la Speed graphique, elle, a un obturateur intégré. Alors, c'est pas évident à faire. Donc on peut démonter le dépoli et on va avoir, alors ça comme c'est une Speed, on va avoir un obturateur à rideau et cet obturateur à rideau a la particularité,
c'est que les fentes, il n'y a qu'un seul rideau qui est dedans avec des fentes fixes. Donc là, par exemple, ça doit être alors que je ne dis pas, ça c'est la fente qui va me permettre de faire ou le 50e de seconde ou le 30e de seconde. Voilà, parce que là j'ai un petit levier qui me permet de mettre en place ou non un régulateur de vitesse, et ça va me permettre de faire un temps de pause. Donc là on est censé avoir un 50e de seconde, vous voyez. Donc quand je veux faire une photo, d'abord j'arme mon obturateur, je remonte, alors le dépoli je l'ai démonté pour vous montrer l'obturateur. Je sors le dos porte-film, voilà, donc ça c'est un dos Cynar qui me permet de faire plusieurs formats de 4,5-6 jusqu'à 6,12. Alors hop, je vais essayer de choper le point, voilà. Donc là on voit sur la fenêtre tous les formats que je peux faire, voilà, parce que c'est le dos Cynar Zoom 2 qui va très très bien sur la Graflex. Voilà. Les autres Cynar Vario et Cynar Zoom iraient dessus, mais le Cynar Zoom 2 va particulièrement bien avec la Graflex parce que il y a une protection pour éviter d'enlever le volet, et si on appuie sur le petit bouton chromé qui libère la protection, le volet ne s'enlève pas. Donc finalement c'est très pratique à l'usage. Et donc la chambre est le dos qui est noir et la chambre était verte. Donc le dos qui est noir, là, il est d'après 1954, et donc il est au standard Springback. Il est au standard Graflock, voilà. Et donc je peux insérer mon dos Cynar, qui lui est des années 80-90, et qui est, j'ai pas vérifié, il est peut-être même encore en vente chez Cynar. J'ouvre mon volet, je déclenche, voilà, pouf, alors j'étais pas sur la bonne truc, enfin je déclenche, je referme, j'avance mon film avec le levier qui est sur la base, là, tac, 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 je peux retirer mon dos, je le remets dans la poche, et puis je réarme mon obturateur pour la fois d'après, voilà, pouf, voilà. J'ai déjà fait de la street photo avec, j'ai fait une fois une sortie à Paris-Plage. Alors, en ordre de marche, avec le Aero Hectare, on est quand même à 4,5 kg. Donc, quand je me balade avec ça, alors c'est pas tous les jours, et d'ailleurs ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, il faudrait que je la ressorte un jour. J'ai full monopode dessous, donc comme ça, hop, je me plante, je fais ma mise au point, et je déclenche, voilà. Donc, pour ça, le monopode, c'est pratique, voilà. Mais quand on ne met pas un objectif, alors ça fait 4,5 kg parce que l'objectif à lui tout seul, c'est un objectif en laiton et en verre bien sûr, mais l'objectif en lui-même est très très lourd. L'objectif il fait plus de 2 kg à lui tout seul, quoi. Et mais quand vous mettez un objectif plus raisonnable, un objectif de chambre, là, les objectifs de chambre qui vont se monter là-dessus, on va pouvoir mettre un 150 ouvert à 5,6, on va pouvoir mettre donc un 150 ouvert à 5,6, c'est un objectif à 6 lentilles, on va pouvoir mettre un Nectar 4 lentilles formule Tessar qui ouvre à 4,5, qui est beaucoup plus léger. Ce sont des appareils de reportage. Donc les reporters, ils avaient ça, ils se baladaient avec ça, et ils allaient faire les photos du président qui descend les marches de l'escalier, et ainsi de suite. C'est l'appareil photo que vous voyez dans Harry Potter, quand dans je ne sais plus quel opus là, quand ils ont été bousillés Voldemort au ministère là, et quand dans le début du film suivant, on voit Dumbledore et Harry Potter qui sont photographiés avec des vieux appareils à flash, et ce sont des Graflex. Ce sont des Graflex avec le flash et trucs comme ça, et voilà. La Graflex existe en plusieurs formats. Donc ça, c'est une Graflex 4 pouces par 5 pouces, 10 cm, 12 cm et demi de film. On peut mettre dessus des dos. Et comme Graflex
est américain et est du côté de Rochester. Rochester, c'est aussi la patrie de chez Kodak. Le standard du dos que je vous ai présenté, du dos noir, qui est le dos Grafloc, est le standard actuel des chambres. Donc je peux toujours acheter un dos neuf pour film 120 et le monter dessus. Et si on regarde le truc, alors je vais démonter l'objectif. L'objectif se démonte, c'est sur une planchette, hop, on tire verticalement. Alors je fais ça parce que je vois que j'ai un peu de temps. Je vous parlerai de ça beaucoup plus en avant sur le standard, sur les Graflex et comment acheter une Graflex. Et donc là, le truc se range, voilà, hop, 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 ça se range dedans, voilà, tac. Après on appuie sur les leviers. Et quand l'objectif est assez compact et petit, il reste dedans. Bon, dans le cas du 182.8, c'est beaucoup trop gros et ça ne le fait pas, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on rentre le châssis dans la chambre, eh bien, on s'aperçoit que le châssis Sinar, moderne, suit le design du dos Grafloc au millimètre près. J'ai pas mis un coup de lime, j'ai rien fait j'ai rien modifié. Tu prends, ça se monte, voilà. Donc, les Graflex existent en plusieurs formats. Donc ça, c'est la 4.5. Donc la 4.5 est intéressante parce que le standard des châssis est actuel et est utilisable. Il y a une Graflex qui est plus petite, qui est la Graflex. Alors la Graflex, la Graflex la plus petite, elle existe en format 6.9. Voilà. Il y en a une qui utilise le format 8 cm par 10 cm, qui correspond vaguement au format du Polaroid, donc c'est des fractions de pouces à chier, et dont je ne me souviens plus. Après on a la 4.5 et après on a la 5.7, 5 pouces par 7 pouces, format 13-18 cm. Voilà. Et je crois que toutes ont existé en speed, c'est-à-dire avec un obturateur intégré, ou en Krone, c'est-à-dire sans obturateur. Voilà. Alors, et les Graflex intéressantes, donc c'est la 6.9 ou la 4.5. La 5.7, c'est déjà gros et encombrant. C'est pour se balader avec une 5.7. Bon, c'est pour vous acheter ça pour vous amuser, quoi. Par contre, il faut éviter la boule de pu, qui est le format intermédiaire entre 6.9 et 4.5, parce que on trouve très difficilement les plans films, où il n'y en a plus. Les dos et les châssis et tout ça, c'est une boule de pu à trouver. Et en général, elles sont faciles à reconnaître, c'est les moins chères, hein, parce que personne n'en veut. Et je vous déconseille d'acheter ça. Voilà. Bon, de toute façon, il y aura une vidéo spécialement sur les Graflex, les Sinar, les chambres et tout ça, et j'irai plus loin et comment expliquer ça. Donc voilà. Donc ceci va conclure la vidéo T007G sur les autres possibilités autres que toutes les copies de Leica ou de Contax que j'ai déjà présentées. Et voilà, donc je ne me suis pas appesanti sur les copies de Leica, parce que des copies de Leica, par exemple les Canon télémétriques, ce sont des copies de Leica. Alors il y avait Canon a fait ça. Il y en a qui sont intéressants, c'est les Tower, T-O-W-E-R, qui sont des très bonnes copies de Leica V100 en 39 à vis avec cam Leica. Les Canon sont à cam Leica. Donc les objectifs Canon se montent sur les boîtiers Leica, les objectifs Canon télémétriques se montent sur Leica télémétrique. Les objectifs, les Tower sont intéressants parce qu'ils avaient des objectifs Nikon télémétriques. Donc des fois c'est plus simple d'acheter un Tower avec un objectif Nikon que d'acheter le boîtier nu et puis après d'essayer de trouver l'objectif Nikon télémétrique.
qui va se monter dessus. Voilà, et tout ça, c'est ACAM Leica. Et puis voilà. Donc, bon, comme d'habitude, hein, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Donc là, essayer, ça va pas être évident. Comprendre, il y a beaucoup à lire sur les forums et sur les sites dédiés. Et puis, optimiser, essayer d'optimiser avant de passer à la caisse. Donc, soyez éco. Et puis, pendant ce temps-là, faites des images. Au revoir.